Bonjour Emeric, tu es aujourd'hui cofondateur et CEO de Orphen, donc une entreprise qui réalise des projets NFT pour les artistes et labels de musique dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Bonjour Pierre et merci pour ton accueil chez BlockX. Donc je me présente, donc moi Émeric Labedin, je suis arrivé dans l'écosystème, on va dire en 2017. C'est là où, comme beaucoup de personnes, j'ai vécu, c'était le deuxième ou troisième bull run. Donc voilà, j'ai vécu ça. Après, je suis monté à Paris en 2020 quand j'ai rejoint l'école Mines Télécom. Et de là, j'ai rejoint l'association Cryptosphère. Donc c'est à ce moment-là où j'ai vraiment commencé à, on va dire, à construire dans l'écosystème. Donc j'étais à l'antenne parisienne de Cryptosphère, de Mines Télécom. J'étais au pôle business développement. À la fin, j'ai fini au board donc de Cryptosphère France. Et de là est arrivée ma dernière année d'études et j'ai choisi la major entrepreneuriat. C'est une possibilité qu'on a dans notre école. Et j'ai pu incuber à l'IMT Starter. Donc j'ai passé mon début de l'année dernière à être en idéation sur ce que je pouvais créer. J'ai trouvé mon associé à ce moment-là, un ami à moi, qui commençait un peu à s'intéresser à la blockchain. Donc, dans quoi se lancer? Alors, moi, je suis tombé très vite fan des NFT parce que, étant donné que je suis un peu l'écosystème depuis assez longtemps, j'ai connu donc les ICO, la DeFi, et c'est vrai que c'est des notions qui touchent vraiment à la finance et c'est pas compréhensible de tous. Enfin, quand j'en parle à mes parents, ils ne comprennent pas du tout ça. C'est trop compliqué, ça reste de la finance. Les NFT, c'est de la possession. C'est de la possession, donc une notion de propriété privée que tout le monde peut comprendre. Et je me dis, ben, de là, on peut arriver à développer quelque chose de compréhensible et toucher un plus grand public. Donc, c'est plutôt vers là qu'on s'est tourné. Donc, après, on a essayé de savoir vers quel secteur. On s'est un peu cherché. Et vu que mon associé, lui, s'y connaît dans le monde de la musique, il a un peu un pied dedans, on s'est tourné très vite vers le monde de la musique. Donc, vu on avait du temps, en fait, on était en phase d'idéation, on a pu aller rencontrer des labels, on a eu des contacts pour aller voir des labels, des managers d'artistes dans le 91 vers Évry, dont beaucoup sont connus. Enfin, voilà, on a pu voir pas mal de personnes. Et de là, on a pu essayer de voir quelles étaient les problématiques des labels et qu'est-ce qu'on pouvait créer avec les NFT. Alors, on a remarqué que dans le secteur de la musique, les NFT, tout le monde connaissait. Enfin, genre, c'était vraiment l'année dernière, on va dire 2022, début 2022, c'était en haut des choses à effectuer pour les labels et pour les artistes. Donc, on a essayé de voir comment, enfin, du coup, ils comprenaient ce qu'on pouvait proposer, mais ils ne savaient pas vraiment quoi faire, enfin, que faire, qu'est-ce qui pouvait marcher. Et donc, ça a été vraiment beaucoup une phase de test. Les labels, ce qu'ont effectué les labels là, et les artistes de musique, là, tout, on va dire 2021, 2022, ça a été les phases de test. Bon, alors 2021, vu que c'était le bull run, on pouvait vendre un peu tout et n'importe quoi. Et ça se vendait. Il y a eu des ventes records avec des artistes qui vendaient juste des collectibles où il n'y avait pas vraiment d'accès exclusif, mais bon, ben, c'était le bull run, donc tout se vendait facilement. Là, c'est un peu un moment un peu plus dur. Et du coup, on essaye de voir en fait qu'est-ce qui peut être intéressant pour le monde de la musique. Alors déjà, par exemple, chaque label, même pour beaucoup, ils ont des pôles innovation où ben, justement, ils travaillent dessus. Ils sont en discussion avec ben, des entreprises. Alors, il y a plusieurs méthodes, on va dire. Enfin, il y a soit des entreprises qui réalisent des projets, un peu comme nous, ce qu'on fait, des projets, on va dire, un par Emeric, un. Oui. juste avant, est-ce que tu peux, pour remettre dans le contexte, expliquer un petit peu ce que c'est le rôle du label, de l'artiste, du Oui. producteur, du manager, un peu comment ça se place, histoire de savoir, toi, avec Orphen, à qui tu vas être en relation et un petit peu pour l'auditoire qui s'y connaît pas forcément, je m'inclus dedans, voilà, quelle relation il y a entre tout ça? OK. Donc alors, comment ça fonctionne? Il y a bon, ben, l'artiste que vous connaissez tous. Généralement, l'artiste a un manager pour sa carrière. C'est-à-dire, généralement, c'est des potes à lui ou c'est quelqu'un en fait, qui peut gérer sa carrière au-delà de la musique. Ça peut être ben, lancer un projet NFT, faire des showcases dans des boîtes de nuit ou faire des stories Instagram. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et après, généralement, il signe chez un label et le label s'occupe de tout ce qui est le côté, on va dire, musique. Donc là-dedans, il y a la distribution. Enfin, pour certains labels, il y a la distribution. Il y a la gestion des royalties, enfin, avec la SACEM pour essayer de gagner de l'argent quand ils passent à la radio. Ça s'appelle des droits de master, grosso modo. C'est tout ça de tout ça où s'occupe le label, donc ça va dire une couche supérieure. Et les labels appartiennent même à des maisons de disques. Donc en France, il y a 4 grosses maisons de disques.
Du coup, c'est à travers ces maisons de disques. C'est pour ça que généralement, quand vous voyez des CD à la Fnac ou chez Darty, ou je crois que c'est la Fnac qui vend des CD, généralement, c'est grâce aux maisons de disques parce que les maisons de disques on va dire ont un gros niveau de distribution et on peut facilement mettre ces CD dans les maisons de disques. Et quand un artiste n'appartient pas à un label qui appartient à une maison de disques, c'est compliqué pour lui de vendre justement à la Fnac. Ils vendent plutôt sur Spotify. Voilà. Et du coup, ben, maintenant, avec Spotify et Deezer, et les plateformes de streaming, on va dire, c'est un peu changé. Donc, c'est-à-dire que le label a de nouveaux prérogatives, ils se mettent un peu plus dans le digital. Ils se rendent compte que bon, ben, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir. Enfin, ils ont pas besoin. Les gens ne sont pas dépendants du CD, donc on peut bypasser, on va dire, les labels. Mais les labels sont toujours là parce que ben, ils apportent énormément de choses. Ils apportent énormément de choses. Et puis un artiste quand il signe chez un label, c'est mentalement, il a une pression en moins à effectuer. Il sait qu'il sera poussé parce que les labels, ils ont de l'argent justement pour pousser l'artiste et de devenir de plus en plus connu. Donc voilà, au niveau, on va dire, un peu organisation dans le monde de la musique, comment ça fonctionne. Super, ouais, merci, parce que je pense que c'était important et Ouais. je m'excuse de t'avoir coupé. Comme ça, Non, mais tu les fais gens un bien, petit ouais. peu, voilà, comprennent un petit peu comment ça se passe. Vous, avant de rentrer, à qui tu vas t'adresser par rapport à tout ça, Mm. quelle est votre proposition de valeur, votre acte directif avec Orphan? J'imagine que c'est la réappropriation et de greffer des utilitaires. Est-ce que tu peux en dire, est-ce que tu peux décrire ça? C'est ça. Donc nous, ben, c'était le truc qu'on a, après avoir discuté avec tout le monde, ce qu'on en a trouvé, c'est que le but, il faut reconnecter son artiste avec ses fans. C'est en gros le problème du streaming, c'est que le streaming a tué on va dire, la relation qu'il pouvait y avoir avec son fan. C'est-à-dire que maintenant, on consomme des musiques, en fait, plus trop des artistes, on consomme des musiques, on change d'artiste en fait à chaque musique, alors qu'il y a 10 ans, à l'époque des CD, ben, on achetait un album, on écoutait l'album, on était fan de l'artiste. Et voilà, quand on achetait un album, on avait un achat, c'était vraiment assez. On avait une relation émotionnelle avec l'artiste. Et ça s'est perdu. Voilà. Alors, on le voit parce qu'on suit encore les réseaux sociaux des gens et c'est le seul moment où on a un peu une relation privilégiée. Et encore, c'est pas réellement privilégié. Mais ça, on l'a perdu. Et donc, c'était ce côté communauté qu'il pouvait y avoir avec les CD. C'est-à-dire, on retrouvait quelqu'un qui avait acheté le même CD. Ah, ben, on sentait qu'on était un peu fan, on avait des intérêts communs. Voilà, les gens aimaient bien. Et les NFT permettent de recréer ça. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui a tué le CD? Tout simplement, c'est que le CD, c'était juste un support où on mettait de la musique dessus et il fallait un lecteur CD pour l'écouter. Maintenant, il y a encore des gens qui achètent des CD. Le problème, c'est qu'ils ne l'écoutent plus. Ils les collectionnent. Par exemple, Orelsan a sorti. Un des premiers trucs, parce que nous, quand on a sorti le projet, c'était Orelsan aussi venait de sortir son album, un album physique, où il y avait la facette, enfin, la face de l'album enfin, pardon, du CD était différent en fonction enfin, on pouvait avoir une phases différentes, on va dire. Et donc, du coup, les gens ont acheté plusieurs albums pour espérer avoir une phase différente et collectionner le plus d'albums possible, enfin, le plus d'albums possible, enfin, de CD possible. Et donc, en fait, il y a ce niveau de ce principe de rareté. Les gens l'ont acheté parce qu'ils ont dit, ah oui, ça y est, j'achète quand même le projet d'un artiste, c'est super bien. Et j'ai envie de l'acheter. Et en plus, j'ai un concept de rareté dedans. Et OK, donc je le prends. Et en fait, ça, avec les NFT, on peut totalement le recréer dans le monde digital et l'acheter de manière plus simple, c'est-à-dire en quelques clics, le recevoir instantanément, l'avoir sur son portefeuille. Voilà. Donc ça, c'est possible. Le problème, c'est que, bon, il y a toujours, moi, j'aime pas dire ça, mais il y a toujours la phase d'éducation, c'est-à-dire qu'il faut que les gens le comprennent. Moi, je suis pas trop dans le monde de l'éducation, enfin, de dire qu'il faut éduquer les gens, parce que pour moi, c'est à nous de faire en sorte que les gens comprennent et aiment. C'est pas forcément à eux de s'éduquer sur certaines problématiques, même si en soi, pour la décentralisation, surtout dans le Web3, c'est-à-dire le fait d'avoir ses propres clés privées, c'est important. Mais on se rend compte qu'actuellement, c'est pas ce qui intéresse le plus les gens. C'est pour ça que les Ouais. projets qui marchent, qui sont assez simples, user-friendly, c'est des projets où il y a toujours un petit bouton se connecter avec son adresse mail et son mot de passe, avec ses clés privées sont gardées sur un serveur annexe, quoi. Ouais. Donc voilà. Bah, non, mais c'est vrai que ça a été, enfin, moi je m'y connais c'est pas comme je connaissais beaucoup, mais je vois très bien, pour avoir, eu mes premiers Walkman, mes premiers CD, l'achat que je faisais qui était rétribué aussi à l'artiste, avec maintenant aujourd'hui tout ce qu'on a sur internet qu'on peut réussir à avoir de manière, gratuite. Il y a aussi une énorme distance à la fois entre l'artiste et la personne qui se crée parce qu'effectivement comme tu le dis, on écoute, des musiques qui nous plaisent, mais on n'est pas en fait dans la mentalité de l'artiste quand il va écrire son CD, son album en entier et surtout pour l'aspect financier où, l'artiste, bah, en fait,
bah, maintenant les gens, il y a j'imagine qu'il y en a beaucoup moins qui achètent, des CD. On peut télécharger de manière légale ou non, ou grâce à des plateformes centralisées, c'est et écouter ce qu'ils font. Mais il y a plus de relations, directes, hormis, on va dire, par exemple, les concerts. Comment vous, avec Orphen, vous voulez, concrètement, grâce aux NFT que vous allez mettre en place, par exemple, comment vous allez rattacher, rapprocher les artistes, de leurs fans? Le classique, c'est on va dire, c'est en créer une communauté. Après la question, comment on crée une communauté où les gens vont être intéressés? C'est la seule question, c'est la grande question à se poser. Parce que créer une communauté, c'est bien, mais avoir un Discord où juste les gens discutent, et payer un NFT pour ça, bon, c'est pas ce qui intéresse le plus. C'est pour ça que nous, on se tourne beaucoup plus vers les NFT utilitaires. Toujours essayer de savoir, quel accès exclusif on peut mettre, dedans, pour pousser les gens justement à acheter et parce qu'en fait, pour que ça marche, il faut que l'artiste mette du sien, c'est-à-dire propose quelque chose d'exclusif à sa communauté et que la communauté ait envie d'acheter et après envie de développer, quelque chose, dans le Discord ou un Telegram, enfin un groupe de discussion et voilà, pour que ça puisse matcher. Voilà, il faut qu'il y ait un peu entre les 2. Donc nous, notre intérêt, c'est de trouver ça et de simplifier ça pour l'artiste. Parce que l'artiste, pour beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de projets NFT qui ont été lancés où la grande problématique, ça a été comment faire en sorte que l'artiste ait envie d'aller plus loin. Parce que ce n'est pas juste de la vente de NFT. Il faut que derrière, s'il y a des accès exclusifs, il faut pouvoir les réaliser. Beaucoup d'artistes, c'est pas leur priorité. Et alors, beaucoup, des fois, ils vont dire oui, je vais faire ça, mais ils le font pas au final à la fin. Et ça, Mmh. c'est une problématique et on a eu beaucoup, alors je ne vais pas donner de nom, mais il y a eu beaucoup de scams. On ne fait pas vraiment de scams, mais c'est-à-dire qu'il y a des NFT qui ont été vendus avec beaucoup de promesses et qui n'ont pas été Ouais. réalisées parce que, bon, ben, en fait, on se rend compte que l'artiste, pas que ça à faire, quoi. C'est pas sa priorité. Donc, c'est pour ça. Et c'est pour ça que, alors nous, on a réfléchi, même des labels ont réfléchi énormément, hein. Par exemple, par exemple, pour les labels, ce qu'ils ont beaucoup mis en avant, vu que les labels, le but, c'est de vendre des CD. Ce qu'ils ont fait, ils ont poussé la vente de CD. Donc, comment ils ont fait? Nous, on est plus sur des NFT utilitaires. Eux sont sur des NFT, plutôt de la collection qu'ils offrent si on achète des albums. C'est le cas de Play2, enfin, qui ont sorti le NFT avec Kalash. Et les NFT de Kalash, en gros, étaient offerts si on achetait, on précommandait l'album de Kalash. Et par exemple, pareil pour Jul, le NFT de Jul était offert sous tirage au sort si on achetait son précommandé son album. Donc en fait, tout ça, c'était juste pour pousser la vente d'albums et pour en fait être meilleur vers des disques d'or, c'est-à-dire au niveau des charts, avoir de meilleurs, d'être mieux référencé. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité qui a été faite, qui a été effectuée. Et après, est-ce que ça a marché? C'est l'avenir nous le dira. Mais le but derrière, c'est de pousser la création de wallets. Parce que, par exemple, nous on veut créer des communautés. Le problème, c'est qu'il y a encore un petit blocage qui est créer des wallets. Voilà, nous, typiquement, on est sur Elrond. Notre blockchain, c'est Elrond et on a fait notre premier projet sur Elrond. Les gens ils téléchargent donc une application qui s'appelle Maillard, qui est très simple. Et après, ils peuvent se connecter à notre projet, à des futurs projets et à plein d'autres projets. Ça, c'est vrai, quand on a un wallet, c'est très simple à faire. Le problème, quand on ne l'a pas, et la première chose à faire, c'est de le créer, de mettre des sous dessus, c'est assez compliqué. C'est pour ça que d'ailleurs, les labels, avec leur projet de mettre d'offrir des NFT gratuits derrière, ils poussent les gens à créer des wallets. Et ça a été en fait un peu ce but-là, voilà, parce que on s'est rendu compte que c'était une grande problématique. Donc nous, là, pour notre premier projet, typiquement, ben, c'est le problématique, ça va être comment on onboard les gens, quoi. Donc, on a fait une page tutoriel bien. Alors, après, c'est assez simple sur Maya. Enfin, on a choisi justement cette blockchain parce que enfin, c'est assez simple de pouvoir créer un wallet dessus. Mais voilà, c'est la grosse problématique. Ne pas perdre des gens là-dessus, quoi. C'est Ouais, ça. ouais, ouais. Parce que justement, c'était ma question que pourquoi avoir choisi, Elrond, est-ce que ça correspond à vos spécificités en termes de blockchain ou en termes d'onboarding, quels ont été les Un peu critères? les deux. Un peu les deux. Alors, nous, quand on a commencé en fait un peu à réfléchir à la blockchain qu'on allait choisir, après, à la base, on est à blockchain agnostique, on peut aller un peu partout. Mais on avait vu Booba. Par exemple, moi, typiquement, j'ai acheté le NFT de Booba qui valait 20. Alors, Booba, pour moi, c'était l'exemple typique c'est c'est le projet qui a le mieux marché actuellement. Enfin, le projet qui a le mieux marché, qui a le plus rapporté. La problématique, c'est qu'il a vendu un truc pour 25 000, au début, 25 000 NFT à 20 dollars, enfin 20 euros, pardon. Le problème, c'est que quand il a fait, ben, c'était en novembre ou octobre 2021 avec des frais qui valaient à peu près 50-60 dollars. Voilà. Donc en fait, les frais étaient 3 fois supérieurs au prix du NFT. Moi, je l'ai acheté derrière sur le marché secondaire quand les frais étaient plus bas.
Mais typiquement, j'ai un pote à moi qui avait qui avait acheté 50 euros d'Ethereum. Il pensait pouvoir l'acheter et au final, il s'est rendu compte que c'était impossible. Donc, il a laissé tomber. Et c'était tellement compliqué en plus parce que du coup, vu que c'était sur Ethereum Layer 1, il fallait passer par MetaMask. Donc là, déjà, on perd trop de gens. L'extension navigateur, Ouais. là, vous perdez des gens. Moi, j'ai plein d'amis qui n'ont pas d'ordinateur. À part les gens qui sont comme nous dans le web, nous, on a des navigateurs, mais sinon, les gens n'ont pas de navigateur. Et donc, du coup, après, il fallait pouvoir mettre de l'argent sur le MetaMask. C'était assez complexe. Donc, bon. Et donc, du coup, la problématique aussi, c'était qu'il a fallu mettre de l'argent sur MetaMask. Donc, il fallait passer par Ramp, enfin, par de multiples choses. Et ça a été très compliqué. Et même d'ailleurs, il a dû faire. Bon, il a plus, Booba s'est fait bannir des réseaux, mais sur la piraterie, qui sont son compte Instagram, il a dû mettre une vidéo de 7 minutes, je crois, 7 ou 8 minutes, pour expliquer, ou même quasiment 10, je crois que ça valait, pour expliquer comment acheter. Voilà. Et dans les commentaires de la vidéo de l'IGTV, les gens disaient c'est trop compliqué. Parce qu'il a mis Ah ça oui, pour acheter. Si on achetait un peu le NFT, on avait accès à un clip exclusif, enfin un clip, une musique exclusive. Et les gens ils disaient ouais, ben, j'attends que ça fuite, le clip, c'est trop compliqué. Tout le monde disait c'est trop compliqué ce que tu fais. Enfin voilà, vraiment. Les commentaires, tout le monde a dit c'était trop compliqué. Voilà. Et ouais, il a perdu du monde dessus. Il a perdu ouais, du monde. ouais. Mais après, il a tout vendu. Mais il a vendu, je pense, à des spéculateurs, à des gens qui s'y connaissent. Après, Booba, il a une communauté aussi très avant-gardiste. Donc, en vrai, lui, il peut vendre. Il peut se permettre de faire des choses comme ça. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'après, d'ailleurs, on est arrivé sur Elrond parce que, bon, ben, nous, on a cherché des blockchains qui étaient bien plus scalables. À l'époque, alors maintenant, il y a moyen de créer des portefeuilles avec Ethereum, enfin, du moins une sous-couche, comme, enfin, par exemple, Layer 2 comme Polygon. Il y a moyen de faire de créer des wallets très simplement. Mais nous, on est passé par Elrond directement parce que ben, l'onboarding est très simple, quoi. Ils ont une application, la clé privée, vous pouvez la sauvegarder sur iCloud ou sur Google Drive. Donc, il n'y a pas d'histoire de. Faut que Alors, ça, si vous devez dire à quelqu'un de noter 24 mots sur un papier, vous perdez encore trop de monde. C'est triste à dire parce que Ouais. c'est la base d'un web non custodial en termes de sécurité. Mais vous perdez trop de monde. La vérité, c'est que c'est Malheureusement, ouais. compliqué. Ah Ouais. ouais, ouais. Bah, aujourd'hui, c'est toujours cette histoire de timing, hein, dans l'adoption. Aujourd'hui, la techno, elle commence à être bien pertinente sur beaucoup d'endroits, très fragile aussi sur beaucoup d'autres, mais enfin, l'UX, l'expérience utilisateur, enfin, on se rend pas compte, mais même, enfin, voilà, toutes nos adresses compliquées qui sont pseudonymes sur la blockchain, Etherscan, tout ça, enfin, il y a quasiment personne. Il faut que ça soit un Ouais. truc typé comme des applications classiques Web 2 où tout le monde se balade et il n'y ait pas de problématique blockchain, création de wallet. Sinon, malheureusement, bah, surtout pour les fans de la musique qui sont pas forcément, il y en a, mais qui sont pas forcément tous dans la tech. Mais donc toi, par rapport à ça, parce que justement les artistes, c'est assez étonnant. Enfin, tu as nommé, Booba, tu as nommé Jul, tu en as, Galash, tu en as Mm. nommé d'autres, qui commencent à s'y intéresser vraiment. Heu, je les vois pas, mais peut-être que je me trompe, très proches non plus des évolutions technologiques qui arrivent. Toi, avec Orphan, est-ce que tu vas voir directement les artistes? Est-ce que tu passes par des labels? Est-ce que tu vas voir des producteurs, les managers? À qui tu t'adresses? On va voir tout le monde. Vraiment, alors, vraiment, parce qu'au début, vraiment, on s'est cherché parce qu'au début, en fait, on voulait lancer une plateforme. On avait une idée. Bon, je vais pas la détailler ici, mais c'était une idée à propos de pouvoir justement reconnecter le mec et son artiste. On était vraiment d'en faire des CD, enfin, on va dire des albums numériques en NFT. Mais en fait, on s'est dit, on va pas se lancer à créer une plateforme si en fait on connaît pas réellement de ce qu'ont besoin les labels. Et on a bien fait parce que quand on discute avec les labels, par exemple, typiquement, ils disent, ben, on ne sait pas trop quoi faire. Alors, il existe des plateformes dans le monde de la musique, des plateformes, mais si un label se lance dans une plateforme, pareil, une plateforme, en fait, enferme sur un système, on va dire. Je peux donner un exemple, ben, par exemple, Tianity. Paytic est très bien, c'est une plateforme où en fait, on met sa musique en ligne, mais sa musique est sur la blockchain, et sur la blockchain, c'est de la blockchain Airwave, d'ailleurs, c'est de la musique. Et voilà, et après, d'ailleurs, on peut avoir des accès exclusifs aussi, on peut en proposer. Mais en fait, ça enferme les gens dans cet écosystème-là. C'est-à-dire qu'en gros, on est obligé de mettre de la musique sur une plateforme. La musique est forcément sur la blockchain. Ça peut poser des problèmes avec les ayants droit. Voilà, donc c'est pour ça qu'au final, ça peut finir comme un Audius. Un Audius, c'est un peu le Spotify de la blockchain. Et au final, il n'y a que des artistes indépendants dessus parce que quand on commence d'être dans le top 50, il y a trop d'ayants droit. Enfin, je vous invite à aller sur la SACEM et à regarder une musique que vous connaissez. Vous regardez le nombre de personnes qui sont censés avoir des royalties dessus. Même des fois, pour la production d'une musique, il peut y avoir 4-5 personnes derrière pour la production. Enfin, c'est trop compliqué. Voilà. À l'heure actuelle, c'est trop compliqué. Donc voilà, donc ça enferme les gens dans une plateforme. Une plateforme, ça peut enfermer des gens. Et donc, du coup, les labels aiment bien tester. Donc, nous, on va voir les labels, on va voir aussi les managers. En fait, ils ont tous des volontés différentes. Comme j'ai dit, les labels, ce qu'ils veulent, c'est surtout pousser la vente d'albums.
Les managers, eux, ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent avec son artiste, donc avec la notoriété de son artiste. Chacun a des volontés différentes. Voilà. Et d'ailleurs, on a un peu résumé tout ça, nous, sur des NFT Talks, parce que oui, aussi, ce qu'on a produit, puisqu'on on a analysé beaucoup de projets, on a produit sur LinkedIn des NFT Talks. Donc, on a juste résumé tous les projets NFT français, un peu dans le monde aussi, qui ont fait du bruit, sur un squelette un peu toujours pareil, toujours un peu le même, pour essayer d'expliquer en gros chaque projet, comment il est fait. Et en fait, on voit la différence entre les projets poussés par des labels et des projets poussés par les managers. Voilà. Oui, Donc, il n'y a qui pas du tout les sont, mêmes objectifs. ouais, qui sont différents. Est-ce que justement, par exemple, pour illustrer un peu tout ça, tu aurais un cas d'usage, concret, un projet, que vous avez mené avec Orphan? Ouais, ben exactement. Ben là, on est en train de faire le projet Agiorev. Donc, on est avec le label Jadkiss, qui est un label dans 77. Et donc, on est avec un producteur qui s'appelle Diglo. Il a sorti une compilation qui s'appelle Agiorev. Et cette compilation, alors, il y a de gros artistes dedans. Il y a Kobalade, il y a WeshDN, il y a Moaka. Enfin, c'est des artistes connus, donc du coup, qui côtoient ces artistes-là. Et donc, lui, il lance sa collection de NFT, enfin, du moins, c'est NFT, des NFT utilitaires, parce que lui, qu'est-ce qu'il a, en discutant avec lui, ce qu'il recherche, c'est de nouveaux artistes. Il cherche à mettre dans son label de nouveaux talents, donc des artistes, des beatmakers. Donc, les beatmakers sont les personnes qui produisent le son de la musique. Donc voilà, donc lui, c'est son objectif. Et on a remarqué aussi que quand on va voir les beatmakers, les artistes, leur rêve, c'est de signer chez un label. Voilà, c'est parce que signer chez un label, c'est avoir, pareil, c'est devenir connu et de pouvoir commencer à espérer être dans le top 50, ce qui est le rêve de beaucoup d'artistes. Et donc, pour faire ce matching-là, on a créé du coup les NFT à Rêve. Ces NFT-là, ça tourne surtout autour d'un accès exclusif qui est de rejoindre une communauté donc sur Discord, une communauté avec plusieurs canaux exclusifs pour que les artistes et les beatmakers puissent échanger entre eux, avec aussi le label Jadkiss. Et dedans, il y a des réalisations, par exemple, de compétitions, de concours, où un gagnant, par exemple, chez les beatmakers, un gagnant qui envoie son son et qui est sélectionné peut participer pour un son pour Libro, qui est un rappeur en vogue là, chez Jadkiss, qui commence à devenir connu, qui fait de la drill, enfin, qui fait un style de musique qui est de plus en plus réputé. Il y a beaucoup de beatmakers qui rêvent de pouvoir produire un son pour cet artiste-là. Et ben, s'ils ont les NFT à Rêve, ils peuvent avoir cette chance-là de le réaliser. Voilà, donc s'ils sont sélectionnés. Après, pareil, il peut apparaître dans la future réédition de l'album. Il y aura des séances shooting, des séances photos, des séances conseils. C'est-à-dire, en gros, il va choisir des gens parmi la communauté. Et ces gens-là auront des conseils et pourront même espérer, même des reportages de story, ils pourront espérer du coup gagner en autorité, en visibilité. Voilà. Donc, en fait, c'est des opportunités. Des opportunités pour les artistes et pour les beatmakers. C'est un monde, de toute façon, c'est simple. Ce monde de la musique, c'est un monde où il faut beaucoup de contacts, beaucoup de réseaux. Il y a toujours moyen d'espérer, on va dire, percer sur les réseaux, donc via SoundCloud, via Spotify. Ça existe toujours. Mais en fait, on est noyé dans la masse, c'est très compliqué. Et beaucoup y arrivent parce que ben, ils ont des connaissances. Voilà. Et ben, nous, c'est ce qu'on permet avec ce NFT-là. Ça s'appelle Agir ou rêve. Donc, il faut agir au lieu de rêver. En fait, c'est un peu ça. Et pour pouvoir en fait espérer justement devenir connu et réussir dans le monde de la musique, quoi. Voilà. Ça va être quoi les points de passage importants, pour Orphan pour 2023? Est-ce qu'il va y avoir, je sais pas moi, de la levée de fonds, du recrutement, du Le grand projet, le grand point pour 2023, ça va être, bon déjà, ça dépendra de notre premier projet, de l'accueil qu'il a effectué. Et derrière, bon, là, du coup, on est en contact avec d'autres labels et surtout, on a surtout d'autres managers d'artistes et ça va être pouvoir rebondir avec notre premier projet sur d'autres artistes surtout. Voilà, ça va être ça, puisque là, on est en contact, enfin, même un autre projet qui est en train de création avec un artiste et du coup, voilà, ça va être surtout ça. Ça va être vraiment continuer à multiplier les projets en 2023. OK, ça marche. Et puis dernière petite question, avant de terminer, pour toi, les enjeux de l'industrie, musicale, en général, avec le Web3, j'entends, parce que je pense qu'il y en aura d'autres, mais Mmh. quels sont pour toi les vrais enjeux? Est-ce que ça va être, pour, cette industrie-là de vraiment réaliser, le potentiel que ça a? Et comment tu vois les choses? L'enjeu, ça va être de pouvoir en fait faire entrer la musique dans le Web3. Donc, pour ça, pour moi, ça ne passera que par les NFT utilitaires, du moins au début. Et donc, pour moi, le grand enjeu, ça va être de comment accompagner. C'est-à-dire qu'il faut aller plus loin que faire la partie technique et marketing, c'est-à-dire faire toute la partie opérationnelle, ce qui est très compliqué pour les artistes. Et ça va être vraiment à ce niveau-là. Ça va être comment accompagner l'artiste à réaliser un projet solide, un projet qui intéresse sa communauté et surtout qui ait de la confiance sur ce projet-là. Que ça ne soit pas un scam qui ne part pas avec l'argent. Et ça va être, c'est tout bête, mais un projet, comment ça fonctionne?
plutôt un projet utilitaire. Imaginons, un artiste vend pour 50 000 € de NFT. Dans ces 50 000 € là, c'est, son budget, on va dire, bon, et après il doit payer aussi les gens qui ont développé le site, mais c'est son budget, on va dire, pour, créer des accès exclusifs. Et par exemple, il y a beaucoup de projets où à la fin, ils mettent, oui, après c'est métaverse. Ouais, toujours à la fin, c'est oui, 2024-2025, après ça sera métaverse, ça sera plein d'autres choses. Et c'est faux, enfin, ou du moins c'est très compliqué parce que il faut s'imaginer que le budget, c'est pour la première année. C'est-à-dire, en gros, il a 50 000 €, il veut créer des accès exclusifs pour cette première année-là et proposer ça à son public. Et d'ici 3 ans, il aura plus ces 50 000 € là. Donc, s'il veut faire du métaverse, il va devoir refaire des NFT pour avoir de l'argent et pour pouvoir reproduire quelque chose. Voilà. Donc, Ouais, en fait, c'est tout ça. Il faut arriver à ce que les gens comprennent réellement ce que sont les projets NFT. Donc, il faut vraiment que les artistes et les labels l'expliquent. Voilà, il faut arriver à créer tout ça et à faire des projets, ouais, solides. Il faut des projets qui marchent. S'il y a des projets qui marchent, la confiance reviendra et les gens comprendront, les gens auront des wallets et ils pourront acheter d'autres projets qui seront tout aussi bien. OK, super. On va arriver sur la fin de l'interview. Aymeric, je te OK. remercie pour ton temps et ton partage. À bientôt. Merci. Merci à toi, Pierre, et merci de ton invitation chez BlockX.